Et si la véritable lutte pour le pouvoir ne se déroulait pas sur les terrains de guerre, mais au sein d'un château? Durant la période médiévale, le roi n'était pas uniquement un combattant, mais plutôt l'épicentre d'un monde chorégraphié où chaque mouvement revêtait une dimension politique et où chaque regard pouvait déterminer un destin. Dans cette vidéo, nous vous conduirons au cœur de la cour médiévale, ce lieu caché où des empires étaient construits, des complots ourdis et le sort de millions d'hommes scellés sans que quiconque ne lève une épée. Ne partez pas avant la fin, car ce que vous apprendrez sur la vie du roi remettra en question tout ce que vous pensiez connaître du pouvoir. Comment les chefs tribaux ont-ils évolué pour devenir des souverains qui prétendaient s'exprimer au nom de Dieu? Lorsque l'Empire romain a sombré dans l'obscurité, l'Europe est entrée dans des siècles de division, où le pouvoir s'est fragmenté en centaines de régions. Visualisez les voies poussiéreuses du VIe siècle, où un roi mérovingien se déplace avec son entourage, arborant une couronne sommaire et une épée comme seuls emblèmes de son pouvoir. Ce roi, davantage un commandant militaire qu'un monarque, doit s'attirer la fidélité de ses guerriers par le biais de butins guerriers et de territoires pris. Sa force est individuelle, vulnérable, sans cesse mise en doute. 300 ans plus tard, nous observons Charlemagne à genoux dans la basilique Saint-Pierre, alors que le pape Léon III lui impose la couronne impériale. Il ne représente plus simplement un dirigeant germanique, mais également un restaurateur de l'Empire romain, un roi sacré par Dieu. Ce moment clé marque l'émergence de la conception du droit divin, l'idée que l'autorité royale découle directement du ciel et non de la terre. Les rois commencent à être perçus comme les représentants du Christ sur terre, une évolution qui modifierait radicalement l'essence du pouvoir. Avec l'essor de la féodalité durant les Xe et XIe siècles, le roi ne se contente plus d'être le guerrier le plus puissant. Il devient le point culminant d'une hiérarchie de loyauté. Visualisez le roi Hugues Capet de France, qui, bien qu'il règne nominalement sur une grande étendue de terre, exerce en réalité son autorité, principalement au-delà de l'Île-de-France. Ce qui lui manque en puissance directe, il le compense par des rituels et des symboles. Il s'installe sur un trône rehaussé, arbore une couronne raffinée, manie le sceptre qui incarne la justice divine et se drape de manteaux pourpres jadis réservés exclusivement aux empereurs romains. Au cours du bas Moyen-Âge, une transformation radicale marque le pouvoir monarchique. Les monarques entament la mise en place des fondements de l'État contemporain. Philippe IV de France institue le premier Parlement. Édouard Ier d'Angleterre met en place des cours royales permanentes, tandis qu'Alphonse X de Castille rédige des lois qui sont appliquées de manière uniforme à l'ensemble du royaume. Le roi ne se contente plus d'être le premier parmi ses pairs dans la hiérarchie féodale. Il incarne désormais quelque chose de novateur et de puissant, le concept de la nation. À la fin du Moyen Âge, certaines monarchies parviennent à renforcer un pouvoir inégalé, pendant que d'autres sont submergées par des crises. Examinez Louis XI de France, le roi araignée, qui tisse soigneusement la toile, centralisant l'autorité entre ses mains, ou les rois catholiques qui unifient l'Espagne après des siècles de division. Ainsi, le roi médiéval traverse un parcours exceptionnel, passant de chef militaire à monarque sacré, de seigneur féodal à bâtisseur de la nation moderne. Il établit les fondements des monarchies absolutistes qui régneraient sur l'Europe dans les siècles futurs. Quel monument pourrait davantage représenter l'autorité médiévale que l'édifice massif qu'est un château? Depuis la hauteur où il se situe, surplombant vallées et sentiers, le château représente plus qu'une simple fortification militaire. Il symbolise également le pouvoir royal sous une forme tangible. Visualisez le château originel du IXe siècle, une structure rudimentaire en bois érigée sur un tertre de terre, protégée par une palissade et un fossé. Son rôle est exclusivement défensif, un abri où les habitants locaux peuvent se prémunir contre les invasions des Vikings ou des Magyars. Cependant, il porte déjà une promesse. Celui qui tient le château détient le territoire.
Avec le passage des siècles, la pierre remplace le bois, les terrasses artificielles sont substituées par des bases profondes et les clôtures par de majestueuses murailles. Le château de Conwy, situé au pays de Galles, édifié sous le règne d'Édouard Ier d'Angleterre, nous plonge au XIIIe siècle, époque à laquelle ces constructions ont connu leur apogée. Avec ses 8 tours imposantes, ses murailles de 4 mètres de large et sa situation avantageuse à proximité de la rivière, il n'y a aucun doute. C'est la représentation concrète de l'emprise anglaise, un message permanent pour les Gallois assujettis qui détient l'autorité actuellement. Cependant, le château est beaucoup plus qu'un simple instrument de guerre. S'introduire dans ses appartements, c'est explorer un univers miniature du royaume entier. Dans la vaste salle, carrefour névralgique de l'existence palatine, le roi dispense la justice depuis son trône surélevé. Les demandeurs s'approchent la tête courbée, s'élevant physiquement devant le roi, dans une mise en scène du pouvoir minutieusement orchestrée. Dans le même cadre, en soirée, nobles et chevaliers se regroupent autour de la table royale, prenant place selon leur rang. Plus ils sont près du roi, plus grand est l'honneur. Au-delà de la vaste salle, le château dévoile ses mystères. La chapelle, où le roi fait une communion privée avec Dieu, soulignant ainsi le fondement divin de son pouvoir. Des cercles de privilèges sont créés dans les chambres privées, où seuls les domestiques les plus proches ont accès. La salle du trésor, qui conserve non seulement les biens matériels, mais également les documents attestant la légitimité de la dynastie, actes de privilège, accords avec d'autres royaumes, arbres généalogiques méticuleusement construits. Même les cuisines et les écuries, bouillonnantes d'activité, où une multitude de serviteurs s'affairent sans interruption pour préserver l'éclat royal. Vers la fin du XVe siècle, les châteaux subissent une ultime modification. L'art de la guerre a été transformé à jamais par l'invention de la poudre à canon, rendant ainsi les murailles élevées dépassées. Quelques châteaux sont délaissés, d'autres évoluent en résidence où l'apparat prend le pas sur la fortification. Le château de Chambord, ordonné par François Ier de France, n'a plus pour vocation de résister aux attaques, mais de briller par sa grandeur. Les fenêtres ornées remplacent les meurtrières destinées aux archers, les ponts-levis font place aux escaliers décoratifs, et les austères dortoirs laissent la place à des salons opulents. Tout comme la monarchie, le château a terminé sa transformation de dispositif militaire en scène politique. Comment forme-t-on un enfant pour qu'il devienne le roi d'un vaste royaume? Le voyage débutait dès la naissance. Visualisons le jeune prince Philippe, qui deviendra plus tard Philippe II d'Espagne, alors qu'il n'a que 3 ans. Alors que d'autres enfants de sa tranche d'âge s'amusent en toute liberté, il se trouve déjà plongé dans un univers gouverné par les règles de la plus stricte étiquette. Il n'a jamais ressenti l'étreinte spontanée d'une mère, mais il bénéficie du salut protocolaire de la reine qu'il ne peut rencontrer que lors d'événements officiels. Sa nourrice, choisie dans les rangs de la noblesse pour sa lignée exemplaire, lui apprend à garder son calme en toutes circonstances. Un prince ne laisse jamais échapper une larme, ne fait jamais preuve de faiblesse. Son éducation formelle débute à l'âge de 7 ans, une étape que l'Église reconnaissait comme le commencement de la raison. Le prince fait la transition de son univers féminin de ses premières années vers le monde masculin. On lui attribue un précepteur, habituellement un noble de toute confiance, chargé non seulement de son instruction, mais également de sa protection. Sous sa tutelle, une équipe de pédagogues lui enseigne le trivium, grammaire, rhétorique et logique, ainsi que le quadrivium, arithmétique, géométrie, musique et astronomie. Cependant, contrairement à ses pairs nobles, son instruction va bien plus loin. Il assimile des généalogies dynastiques complètes, grave dans sa mémoire, des mailles. La formation physique se déroule en parallèle avec l'éducation intellectuelle. Notre prince, à l'âge de 10 ans, montre déjà une grande habileté à cheval, manie l'épée avec assurance et se consacre à la fauconnerie. Il ne s'agit pas simplement de loisirs,
L'expertise équestre représente la domination sur le royaume, le maniement de l'épée, la faculté de protéger ses sujets, et la fauconnerie, l'habileté nécessaire pour prendre des décisions précises. Chaque élément de sa formation est méticuleusement élaboré pour produire non seulement un combattant compétent, mais également un emblème vivant de la puissance royale. Lors des compétitions et tournois, le prince est tenu de se faire remarquer et de prouver à tous qu'il mérite de conduire les troupes au combat lorsqu'il en sera l'heure. Peut-être que l'étape la plus délicate arrive avec l'adolescence. Le jeune prince doit maîtriser l'aspect le plus délicat de la gouvernance, la diplomatie. Il est formé en langues étrangères, essentielles pour interagir directement avec les ambassadeurs. Il examine des exemples concrets de négociations antérieures, décortiquant les réussites et les ratés de ceux qui l'ont précédé. On met fréquemment en place une sorte de conseil fictif, où le prince est amené à se prononcer sur des questions imaginaires mais crédibles, sous l'œil scrutateur de conseillers aguerris qui jugent chacune de ses réactions. Il ne suffit pas de prendre les bonnes décisions. Il est nécessaire d'étayer chaque choix par des raisons robustes. Finalement, à l'approche de sa majorité, le futur roi effectue son premier voyage officiel. En parcourant les différentes provinces de son futur royaume, il acquiert l'aptitude à manifester son autorité en public, à s'exprimer avec la précision qui témoigne du pouvoir, sans donner une impression de menace, à exécuter le mouvement précis qui suscite respect et fidélité. Dans chaque cité, il assiste à des rituels où les citoyens peuvent apercevoir pour la première fois celui qui sera un jour leur roi. Cette aventure n'est pas uniquement une éducation pour le prince, mais aussi pour le peuple. Elle leur enseigne que malgré l'âge du roi actuel, la monarchie perdure, se réinventant de génération en génération à l'image des saisons. Lorsqu'il reviendra à la cour, l'enfant aura disparu. Un futur roi a vu le jour. Qu'est-ce qui métamorphosait un simple individu en véritable représentation incarnée de l'État? La cérémonie de couronnement, cet acte empreint de symbolisme qui unissait le politique et le sacré, l'humain et le divin. Visualisez la cathédrale de Reims à l'aube du jour où Charles VII de France a été couronné. Après des années de conflits internes et de domination anglaise, le royaume sur le déclin place ses derniers espoirs en ce jeune prince de 26 ans, que ses adversaires qualifient encore avec dédain le roi de Bourges, étant donné qu'il ne règne que sur une partie de son royaume légitime. En sa compagnie se tient une figure hors du commun, Jeanne d'Arc, la jeune paysanne qui a juré de le voir couronné. La cathédrale brille de milliers de bougies, créant une ambiance à la fois terrestre et surnaturelle. Les verrières diffusent la lumière du matin en rayons multicolores, qui semblent être des bénédictions palpables tombant du ciel. Chaque coin du temple est rempli, des nobles en habits raffinés, des ambassadeurs étrangers mesurant la force du nouveau roi, des prélats ecclésiastiques préparant à consacrer son règne. La foule se masse dans les rues avoisinantes où des annonceurs relateront chaque instant de la cérémonie. Cet assemblage diversifié constitue une illustration idéale du corps politique du royaume, réuni pour témoigner de la création symbolique de sa tête. Le prince pénètre dans la cathédrale, habillé d'une humble robe blanche qui symbolise la pureté et rappelle également que, bien qu'il soit issu d'une lignée royale, il demeure un homme ordinaire devant Dieu. Le début de la cérémonie se fait par le biais du serment. À genoux devant l'autel, il jure de défendre la foi catholique, de veiller sur l'Église, d'assurer la justice pour son peuple et de lutter contre les mécréants. Ces mots, exprimés en latin, instaurent un lien sacré entre le souverain et son royaume, lui signifiant que sa puissance, quoique vaste, s'accompagne de responsabilités tout aussi considérables. Puis vient alors le point culminant, l'onction. L'archevêque de Reims récupère la sainte ampoule, le petit récipient qui, selon la tradition, renferme l'huile divine rapportée par une colombe céleste pour l'intronisation de Clovis, le premier roi chrétien des Francs. Avec cette huile, héritée de génération en génération, l'évêque marque des croix sur les mains, la poitrine et le front du roi.
Ce n'est pas juste un acte symbolique. À ce moment-là, Charles ne se contente plus d'être Charles de Valois. Il devient l'ointe du Seigneur, touché par la grâce divine à l'instar des rois bibliques, Saül et David. Le public reste suspendu à son souffle, conscient d'être témoin d'une transformation. Le roi, ayant été oint, reçoit désormais les manifestations tangibles de son autorité. La joyeuse, l'épée que l'on suppose avoir été utilisée par Charlemagne, symbolise son obligation de protéger le royaume et d'exercer la justice. Le sceptre représente son pouvoir de gouvernance et sa fonction de lien entre Dieu et la population. L'anneau symbolise son union mystique avec le royaume, tandis que les éperons dorés témoignent de son statut de chevalier idéal. Pour finir, l'archevêque saisit la couronne ornée d'or et de pierres précieuses et la positionne au-dessus de la tête du roi. À ce stade, les pairs du royaume, ecclésiastiques et laïcs, viennent à son secours avec l'évêque, illustrant que malgré le fait que seul le roi puisse la porter, il requiert l'assistance de l'ensemble du corps politique. Lorsque la couronne est posée sur sa tête, un cri collectif s'élève de la cathédrale. « Vive le roi !» L'applaudissement du public, ultime composant pour consolider la légitimité royale, fait écho à travers les arcades gothiques. Charles VII se relève, métamorphosé tant sur le plan physique que spirituel. Les habits de couronnement, ornés de bleu royal et de fleurs de lys dorées, le dépeignent clairement comme le roi de France. Lorsqu'il prend place sur le trône, les nobles viennent lui présenter respectivement leurs hommages. Après avoir complété sa mission, Jeanne d'Arc est submergée par ses émotions. À l'extérieur, les cloches retentissent pour annoncer la bonne nouvelle, pendant que l'on offre du vin et de la nourriture au peuple. Le prodige a eu lieu. La France, qui paraissait en déclin, se relève avec son roi. Comment débute la journée pour l'individu le plus puissant du royaume? Avant même que le soleil ne se lève sur les bastions du château, la chambre royale fourmille déjà d'une activité maîtrisée. Visualisons la chambre de Philippe IV d'Espagne, qui était également connu sous l'appellation de roi planète. Alors que le roi demeure endormi dans son lit orné de baldaquins, à l'abri derrière des rideaux en brocart, une petite équipe de domestiques s'affaire minutieusement à orchestrer chaque aspect de son réveil. Le chambellan surveille la température de la pièce et donne l'ordre d'ajouter du bois au feu si l'aube est fraîche. Le sommelier du roi prépare les habits royaux que le monarque revêtira ce jour-là, choisis en fonction de la saison, des événements planifiés et, occasionnellement, des considérations politiques liées à certaines teintes ou insignes. Dès les premières lueurs de l'aube débute le rituel du lever royal, l'éveil du roi. Ce n'est pas juste une action de tous les jours, mais un rituel minutieusement orchestré où chaque participant est parfaitement au fait de son rôle. Le grand chambellan est le premier à bénéficier d'un privilège, ayant l'honneur d'ouvrir les rideaux et de formuler la première salutation quotidienne. « Majesté, que Dieu vous accorde une belle journée », chuchote-t-il tout en s'inclinant. C'est le passage d'un roi en tant qu'individu mortel, exposé à la vulnérabilité dans son sommeil, à un roi en tant que figure publique, constamment attentive à son royaume. L'action de vêtir le roi transforme la chambre en scène du privilège aristocratique. La règle bourguignonne, mise en place par la dynastie des Habsbourg, définit avec précision mathématique qui peut porter chaque vêtement, comment les nobles doivent être introduits dans la chambre et même qui a l'autorité de tenir la bassinoire pour le bain quotidien du roi. Chaque action banale, tourner un bouton, mettre un collier, se transforme en un honneur contesté entre les familles les plus influentes. Le duc d'Albe rend la chemise, tandis que le marquis de Vellada retourne les gants. Le roi, au cœur de ce tourbillon cérémoniel, se laisse habiller sans résistance, conscient que son corps n'est pas entièrement le sien. Il est également une entité politique, appartenant à l'État. Revêtu et préparé, le roi se dirige vers son oratoire personnel pour les prières du matin. Ce moment d'intimité personnelle avec le sacré réaffirme le caractère dual de son pouvoir. Placé en prière devant le crucifix, soit en solitaire, soit avec son confesseur, le roi se souvient que malgré son autorité de droit divin,
Il est également responsable devant Dieu de ses actes. Cet aspect spirituel n'est pas qu'une simple formalité. De nombreux rois du Moyen Âge ressentaient véritablement ce devoir supérieur. Dans son journal intime, Louis IX de France, qui deviendra Saint Louis, exprimait ses préoccupations quant à l'équilibre entre la justice terrestre et la miséricorde divine, entre les impératifs de l'État et les préceptes chrétiens. En définitive, avant de traiter les affaires du royaume, le roi consomme un petit déjeuner léger, généralement en compagnie uniquement de ses conseillers les plus proches. Cette occasion moins officielle favorise des dialogues plus authentiques, où l'on peut aborder des sujets sensibles en dehors de la portée d'oreilles indiscrètes. C'est à présent que le secrétaire royal dévoile l'ordre du jour, rendez-vous prévus, réunion du conseil, cérémonies officielles, éventuellement une partie de chasse dans l'après-midi si la météo est favorable. Avec le dernier morceau de pain et la dernière goutte de vin corsé, se clôt le réveil princier. L'individu a finalisé sa transition en souverain et se prépare à porter le poids considérable de la couronne. Lorsqu'il se dirige de ses quarters privés vers les espaces publics du palais, son visage prend l'apparence sereine et inaccessible que les courtisans espèrent observer, le visage de l'autorité suprême. Qui étaient les individus qui, dans l'ombre, contribuaient à modeler le destin de pays tout entier? Imaginons le palais royal de Versailles, où la salle du Conseil se tient alors que Philippe IV le Beau exerce son règne. L'espace, plus austère que les salles de réception, est dominé par une imposante table en chêne, autour de laquelle sont étalés parchemins, sceaux et cartes. Le roi se trouve à l'extrémité de la table, installé dans un siège un peu plus haut que ceux des autres. Pierre Flotte, son chancelier et gardien du sceau royal, occupe la place d'honneur à sa droite. En conséquence, il détient l'autorité de conférer une validité juridique à tout document. Sur sa gauche se trouve Guillaume de Nogaret, gardien du trésor royal et architecte des politiques audacieuses qui mettront le roi en opposition avec la papauté. D'autres conseillers prennent place autour de la table, chacun avec son expertise dans divers domaines. Un évêque expert en droit canon, un chevalier aguerri dans les affaires militaires, un bourgeois prospère maîtrisant les mécanismes du commerce. Bien que quelques-uns soient issus de l'aristocratie, la plupart sont des individus d'origine humble qui ont ascensionné grâce à leurs compétences et leur fidélité indéfectible au roi. Dans les monarchies médiévales tardives, on observe une tendance croissante, s'entourer de nouveaux hommes dont l'autorité repose uniquement sur la bienveillance du roi, plutôt que de se préoccuper des magnats dont le pouvoir pourrait égaler celui du souverain lui-même. La séance débute par des comptes rendus satanisés sur les affaires en cours. Le trésorier présente l'état des coffres royaux, constamment déficient, pour répondre aux aspirations du roi. On envisage de procéder à une dévaluation de la monnaie, une décision peu populaire mais potentiellement efficace à court terme. Le conseiller militaire rapporte des déplacements de forces britanniques à proximité de la frontière gersoise, région contested. L'agent du Parlement de Paris alerte sur l'insatisfaction grandissante parmi les guildes en raison des nouvelles taxes. Chaque problème est examiné minutieusement en considérant les répercussions politiques, économiques et sociales. Le Conseil dynamique expose les complexités du gouvernement à l'époque médiévale. Au lieu de l'image courante d'un roi absolu agissant sur un coup de tête, nous assistons à une procédure délibérative qui prend en compte divers points de vue. Le souverain prête une oreille attentive, pose des questions pointues et sollicite parfois un débat direct entre deux conseillers aux avis divergents pour éclaircir les arguments. Même si la décision finale lui appartient toujours, un roi avisé comprend que gouverner consiste à maîtriser l'art du réalisable et non de l'utopique. Les choix effectués ici, loin de la pompe cérémonieuse, constituent le véritable moteur du royaume. Au fil de l'après-midi, la conversation se dirige vers des sujets plus sensibles. Le conflit prolongé avec le pape Boniface VIII. Nogaret suggère une tactique audacieuse, accuser le pape d'hérésie et convoquer un concile pour le destituer.
L'évêque fait le signe de croix, indigné. Néanmoins, le roi ne rejette pas le concept. C'est une attaque sans précédent, un défi direct à l'autorité spirituelle qui a longtemps tenu en échec les souverains européens. En ce moment décisif, on peut percevoir comment les réunions du Conseil ne se limitaient pas à gérer les affaires courantes du royaume, mais modifiaient parfois le cours de l'histoire. La décision que Philippe IV prendra, sous l'influence de ses conseillers, signera le début du déclin du pouvoir papal devant les monarchies nationales naissantes, modifiant à jamais la balance politique en Europe. Comment le pouvoir royal se manifestait-il dans la vie de tous les jours des sujets? Il se manifestait peut-être le plus clairement dans le domaine de l'administration de la justice. Plongeons dans l'Angleterre du XIIIe siècle, sous le règne d'Édouard Ier, surnommé « Marteau des Écossais », un souverain également reconnu pour ses importantes réformes judiciaires. Dans la vaste salle de Westminster, le roi dirige personnellement une session de la Curia Regis, connue aussi sous le nom de Cour du roi. Les plaideurs attendent avec anxiété un noble soupçonné d'abuser de ses prérogatives seigneuriales, deux commerçants en désaccord sur un contrat d'affaires, une femme en deuil revendiquant des terres qu'elle estime lui avoir été indûment retirées. L'acte judiciaire devient une démonstration vivante du pouvoir royal grâce à la présence du monarque. Édouard Ier, coiffé de la couronne et tenant le sceptre judiciaire, symbolise à la fois l'autorité suprême et l'origine même de la loi. La justice découle du roi à l'instar des rayons du soleil, nota un chroniqueur de cette période, et cette image se concrétise dans la mise en scène méticuleusement élaborée de la salle. La lumière filtrant à travers les fenêtres éclaire directement le trône, alors que le reste de la salle reste dans l'ombre, produisant un effet quasi surnaturel qui met en évidence le caractère divin de l'autorité royale. Le système de justice médiévale, qui présente une complexité inhérente, témoigne du chevauchement de diverses traditions juridiques. Dans certains cas, on applique la common law, un droit basé sur les précédents et les coutumes. Dans d'autres situations, c'est le droit romain redécouvert par les juristes de Bologne qui s'applique. Enfin, pour les questions relatives à l'Église, c'est le droit canonique qui entre en jeu. Les magistrats qui entourent le roi sont experts dans la gestion de ces situations complexes. Toutefois, c'est toujours au roi que revient l'ultime décision. Rex est lex viva. Le roi est la loi vivante, déclare un document accroché derrière le trône, récapitulant des siècles de pensée politique médiévale. L'autorité de la justice royale dépasse largement les limites du palais. Édouard Ier a amélioré le dispositif des juges ambulants, ces magistrats qui parcourent régulièrement le royaume, tenant des audiences dans chaque comté. Cette avancée, initialement mise en place par son grand-père Henri II, transforme radicalement la gestion de la justice au Moyen Âge. Autrefois, les seigneurs féodaux exerçaient l'autorité judiciaire sur leurs terres presque sans contrôle, ce qui conduisait à des abus et contribuait à la division du pouvoir. Dorénavant, ces magistrats itinérants véhiculent l'autorité du roi jusqu'aux coins les plus reculés du pays, instaurant un sentiment d'unité juridique qui dépasse les fidélités locales. La justice était non seulement un devoir sacré, mais également un outil politique. En jouant un rôle actif dans les conflits locaux, en sanctionnant les nobles ayant trop de pouvoir, en assurant la protection des veuves et des orphelins, comme le stipulaient les serments de couronnement, le roi ne se contentait pas d'assumer ses responsabilités d'arbitre suprême, mais renforçait également sa propre autorité. Chaque victoire accrut son prestige, chaque différend réglé consolidait la fidélité de ses sujets. L'épée qui châtiait les criminels et la main qui défendait les vulnérables représentaient les deux aspects d'une même réalité. Une autorité royale qui trouvait sa légitimité jour après jour grâce à l'exercice de la justice, mettant progressivement en place les bases de l'État moderne sur les vestiges fragmentés du féodalisme. Que dévoilaient les banquets royaux concernant le pouvoir, la hiérarchie et l'abondance à l'époque médiévale? Entrons dans le château de Windsor pendant les festivités de Noël sous le règne d'Édouard III d'Angleterre. La vaste salle, éclairée par des myriades de torches et de chandelles,
s'est métamorphosé en une expérience sensorielle totale. Les murs de pierre sont ornés de tapisseries illustrant des scènes de combat et de chasse, tandis que jongleurs et musiciens apportent une ambiance festive avec leurs airs entraînants. L'atmosphère est remplie de senteurs envoûtantes. La cannelle, le clou de girofle, la muscade et d'autres épices exotiques qui ont une valeur inestimable, rapportées de contrées lointaines par des commerçants vénitiens et génois. L'arrangement des tables expose avec une exactitude mathématique la structure hiérarchique de la cour. Le roi prend place sur une table haute, érigée sur une estrade, sous un dais en tissu doré. Le prince noir, qui est le héros de Crécy et l'héritier du trône, se trouve à sa droite, tandis que l'archevêque de Canterbury, représentant de l'autorité spirituelle, est à sa gauche. Les autres invités prennent leur place en suivant un ordre protocolaire rigoureux, s'éloignant de la table royale en fonction inverse du rang. Les chevaliers ordinaires, situés au fond de la pièce, ont du mal à apercevoir le visage du roi. Néanmoins, ils se sentent privilégiés de pouvoir partager son abri et ses repas, faisant ainsi partie, même en périphérie, du cercle enchanteur du pouvoir. Le service est aussi minutieusement orchestré qu'une représentation de ballet. Le sénéchal commande une troupe de serviteurs qui servent les mets selon un rituel bien défini. Avant que le roi ne prenne une bouchée de son repas, un goûteur s'assure que tout est en ordre, veillant à le protéger contre la menace insidieuse du poison qui peut guetter ceux au sommet du pouvoir. Les chansons royales en personne versent le vin dans la coupe d'Édouard III, s'agenouillant en la présentant, transformant ainsi l'acte banal de boire en un rituel d'allégeance. Chaque geste, chaque action souligne visuellement l'idée principale. Le roi n'est pas seulement un homme qui mange, mais le noyau d'un cosmos social parfaitement structuré. L'ordre et le type de mets servent de discours sur le pouvoir et l'abondance. Nous proposons jusqu'à 7 services distincts, chacun comportant plusieurs préparations. La table plie sous la charge de paons exhibés avec leurs plumes reconstituées, cygnes cuits et enveloppés de pain doré, pâtés, façonnés en château d'où émergent des oiseaux vivants lorsqu'on les tranche. L'extravagance a un coût. Elle sert de preuve concrète de la prospérité du royaume sous le règne du souverain. Dans un monde où la majorité est sans cesse confrontée à la menace de la famine, cette surabondance alimentaire véhicule un message explicite. Près du roi, il y a toujours pléthore. Son autorité assure la fécondité des sols et la sauvegarde contre le manque. Le véritable but du banquet se dévoile entre « ce n'est pas simplement un repas, c'est une rencontre où l'on tisse des alliances, où l'on arrange des mariages, où l'on accorde des faveurs et où l'on punit les traîtrises par de délicats affrontements. » Regardons l'ambassadeur français, positionné en place d'honneur, mais servi après le délégué castillan, un indicatif discret des priorités diplomatiques fluctuantes de l'Angleterre. Observons comment le roi partage sa coupe avec un noble récemment réconcilié, marquant publiquement son retour dans les faveurs du roi. Alors que les mets s'enchaînent et que le vin est servi à profusion, Édouard III exerce son autorité par des moyens aussi efficaces que n'importe quel édit. Un sourire ici, une ride de sourcils là, une discussion approfondie avec un noble qui aspire à plus, un mutisme soigneusement orchestré vis-à-vis d'un autre qui a perdu ses faveurs. Le festin médiéval servait donc de plateforme où le pouvoir était exhibé, partagé et renforcé, aussi crucial pour la gouvernance du royaume que les résolutions prises en salle de conseil. Comment les souverains du Moyen-Âge métamorphosaient-ils leurs loisirs en instruments politiques influents? Joignons-nous à Henri V d'Angleterre pour une journée de chasse dans la forêt de Windsor, quelques années avant son triomphe légendaire à Azincourt. Au lever du jour, le roi et son entourage se mettent en ordre de marche pour le départ. Ce n'est pas juste une sortie, c'est une procession royale impliquant de nombreux participants, chacun occupant un emplacement prédéterminé. Les chasseurs accompagnés de leurs mastifs imposants, les fauconniers avec leurs oiseaux sous capuchon, les pages armés d'arcs et de piques, les nobles chevauchant des destriers, chevaux, majestueux décorés aux couleurs de leur lignée.
La chasse, considérée comme l'activité la plus noble, donne au roi l'occasion d'exprimer sa grandeur au-delà des murs du palais. La chasse ne servait pas uniquement de loisir, c'était également une préparation à la guerre. Regardons Henri V chasser un cerf dans la forêt, l'habileté avec laquelle il dirige son cheval, l'énergie qu'il déploie en tirant à l'arc, la résolution visible dans ses yeux lorsqu'il tient sa proie à portée. Sur le champ de bataille, ses compétences seront d'une importance cruciale. Ses nobles compagnons évaluent en silence ses compétences. Un roi qui maîtrise la chasse inspire la confiance en tant que chef militaire. Lorsque le cerf est finalement abattu, le souverain exécute lui-même le rite de dépeçage, attribuant des portions précises de l'animal aux divers membres du groupe en fonction de leur statut. Cette distribution cérémonielle de la proie illustre comment le monarque, en tant que chasseur ultime, distribue les bénéfices de la conquête à ses suiveurs, représentant concret du système féodal. Si la chasse pouvait être considérée comme un champ de bataille en période de paix, les tournois en constituaient la représentation la plus impressionnante. Déplaçons-nous maintenant à la cour de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, connu pour l'éclat de ses tournois chevaleresques. Un tournoi est organisé sur la vaste place du marché de Bruges, qui a été aménagée en arène pour l'événement, afin de célébrer son union avec Marguerite d'York. Le champ est entouré de gradins drapés de tapisseries et de bannières, où des dames parées de leurs plus élégantes robes et des chevaliers arborant les couleurs de leur seigneur forment un kaléidoscope de textiles raffinés et de métaux scintillants. Le duc, qui supervise l'événement depuis une loge surélevée, n'est pas uniquement un observateur, mais aussi un acteur principal. Il s'impliquera directement dans les combats, prouvant que malgré sa position éminente, il demeure le premier parmi les chevaliers. Une procession solennelle ouvre le tournoi. Chaque concurrent pénètre dans l'arène, précédé de héros, annonçant son ascendance et ses prouesses. Les chevaliers se dirigent vers la loge ducale, se courbant devant Charles et demandant son autorisation pour participer au combat. Ce rite, à première vue sportif, est rempli d'implications politiques. En les permettant, le duc réitère sa stature en tant que source d'honneur et juge de la violence légitime. Au cours des combats, une danse complexe de loyauté se déploie, mise en évidence par les couleurs et les blasons. Un chevalier arbore la devise d'une dame, tandis qu'un autre revêt les teintes associées à son suzerain et au duc, formant ainsi une représentation visuelle des ententes à la cour. Les triomphes et les revers ont des répercussions concrètes en dehors du terrain. Un noble prometteur peut attirer l'attention du duc. Celui qui subit une défaite retentissante risque de perdre de son prestige. Lorsque la nuit s'installe, la cour se déplace à l'intérieur du palais pour le troisième acte de ce théâtre du pouvoir. Le divertissement sous forme de spectacle musical et littéraire. Dans la vaste salle éclairée à présent par des lustres d'argent, des jongleurs et des acrobates divertissent les convives pendant qu'un somptueux banquet est servi. Cependant, l'apogée de l'événement survient lorsque le chef de la musique à la chapelle ducale, le renommé compositeur Guillaume Dufay, dévoile une nouvelle œuvre qu'il a spécialement composée pour l'occasion. La musique, riche en polyphonie complexe, dépasse le simple plaisir du divertissement. Les paroles louent les qualités du duc et ses ancêtres, établissant des comparaisons avec des héros de la Bible et de la légende. Les troubadours jouent également des morceaux relatant les prouesses guerrières de Charles, contribuant à forger son image en tant que prince idéal dans la tradition de la chevalerie. Au terme de la soirée, un poète présente une allégorie où des incarnations de la justice, prudence et force rendent hommage à des figures symbolisant explicitement Charles et Marguerite. Le message est clair. Sous le règne du duc, les vertus abondent et l'harmonie s'établit dans ces territoires. Alors que les courtisans manifestent leur enthousiasme, nous observons comment ce qui semble à première vue être un simple divertissement est en réalité de la propagande politique d'une sophistication élevée. Chaque compétition, chaque composition musicale, chaque performance théâtrale
participe à l'élaboration d'un récit où le dirigeant est dépeint comme la manifestation d'idéaux chevaleresques et chrétiens, justifiant ainsi son autorité par le consensus culturel et pas uniquement par la puissance militaire. Quelle entité complexe s'épanouissait autour du souverain, pulsant au rythme de ses humeurs et se sustenait grâce à sa faveur. La cour royale, cet espace réduit où chaque mouvement, chaque expression, chaque regard pouvait représenter le passage de l'ascension fulgurante à la dégringolade en disgrâce. Nous sommes à l'Escurial sous le règne de Philippe II d'Espagne, à l'époque où l'étiquette bourguignonne s'est manifestée dans sa forme la plus raffinée et stricte. Le palais-monastère, caractérisé par son style épuré et géométrique, illustre le caractère du roi prudent, méthodique, rigoureux, guidé par une approche quasi mathématique de l'autorité. Le souverain est entouré par une cour qui se dispose en cercle concentrique. Dans l'anneau le plus proche, on retrouve les membres du personnel royal, qui ont un accès direct à la personne du roi. Le majordome de la cour, en charge des appartements privés, le premier écuyer, responsable de la garde-robe, et le médecin royal, garant de la santé du roi. Ces hommes bénéficient d'un privilège exceptionnel. Ils ont la possibilité d'observer le souverain dans ses instants de vulnérabilité, lorsque le visage royal se retire devant les exigences humaines. Cette proximité les transforme en personnages puissants, sollicités par ceux qui souhaitent faire passer des messages ou des pétitions lorsque le roi est plus à l'écoute. Dans le cercle ci-dessous se trouvent les officiers palatins, le grand majordome qui supervise l'intégralité de la maison royale, le grand écuyer qui est responsable des écuries et des cérémonies publiques, et le grand aumônier qui s'occupe des besoins spirituels du souverain. Même s'ils n'ont pas un accès direct au roi, ces hauts dignitaires gèrent des départements entiers de la cour, gérant d'importants budgets et répartissant des tâches mineures entre leurs propres protégés. Ils constituent les points névralgiques du réseau étendu de patronage qui forment le socle du pouvoir courtois, des intermédiaires indispensables entre le souverain et la noblesse provinciale, désireuse d'accéder à des fonctions à la cour. Une constellation de figures secondaires, mais tout aussi essentielles, gravite autour des fondements de la structure palatine. Les gentilshommes de chambre qui suivent le roi dans ses activités journalières, les pages issus de la noblesse qui s'initient à l'art du courtisanisme tout en rendant des services cérémoniels, et les dames d'honneur qui constituent le foyer de la reine, formant une cour alternative avec ses propres hiérarchies et centres d'influence. On compte également des professionnels essentiels, des secrétaires chargés de la correspondance royale, des comptables en charge de la gestion financière, des médecins, des chapelains, des musiciens et des artistes. Les bouffons, avec leur liberté d'exprimer des vérités cachées derrière l'humour, tiennent une position importante dans ce système complexe. Dans cet univers miniature, la vie suit des règles et des rythmes qui lui sont propres, impossibles à déchiffrer pour ceux qui ne sont pas de ce monde. Examinons un instant apparemment insignifiant. La rencontre publique où le duc de Médina Sidonia se présente devant le roi. Le lieu où il s'arrête, la profondeur de son inclination, le ton qu'il utilise, la longueur de l'entretien accordé par le roi, jusqu'à la façon dont Philippe II lui signale qu'il peut se couvrir en sa présence. Les courtisans présents examinent et analysent chaque détail avec une minutie rigoureuse. Le jour suivant, des spéculations circuleront dans les couloirs du palais. Le duc progresse, le roi lui a accordé 3 minutes supplémentaires de parole par rapport au comte de Benavente, où la gloire du marquis s'estompe, le roi n'a guère incliné la tête en le saluant. Dans ce monde théâtral d'illusions et de vérité, où la puissance se quantifie en centimètres de proximité au monarque, la rivalité est intense, mais généralement discrète. Les affrontements se font à travers des échanges de regards, des sous-entendus, des pactes clandestins et des renseignements confidentiels. Les grands lignages mettent en place des avant-postes à la cour, en plaçant leurs descendants et proches dans des postes clés.
Des factions émergent autour de personnalités éminentes, telles que le duc d'Albe et le prince d'Éboli, qui rivalisent pour obtenir la faveur du roi. S'engager dans la cour implique renoncer à l'autonomie provinciale pour un potentiel d'influence supérieur, troquer les garanties de l'existence seigneuriale contre le jeu incertain des grâces royales. La cour sert donc de moyen à la monarchie pour centraliser le pouvoir, en attirant la noblesse vers sa sphère d'influence et en transformant les anciens seigneurs semi-autonomes en courtisans qui dépendent d'un sourire du roi. Quel enchevêtrement de fidélité personnelle soutenait l'architecture politique du Moyen-Âge, où l'autorité ne découlait pas d'entités abstraites, mais de pactes entre individus. Né des décombres de l'Empire carolingien, le système féodal a établi la structure sociale qui a permis à l'Europe de traverser des siècles d'éclatements et d'attaques extérieures. Imaginons-nous en Normandie au XIe siècle, lorsque Guillaume le Conquérant, avant d'entreprendre la conquête de l'Angleterre, renforce son pouvoir en tant que duc grâce à des relations féodales minutieusement entretenues. La cérémonie d'hommage représente le centre symbolique et juridique du système. Dans l'ample salle du château de Caen, Guillaume reçoit l'hommage de Robert de Beaumont, un noble normand d'une grande puissance. Il lie ses mains avec celles du duc et déclame le serment solennel. À partir de ce jour, je vous suis dévoué et jure de vous rester fidèle jusqu'à la mort, en termes de vie, de corps et d'honneur terrestre. Je m'engage à être loyal et fidèle envers vous, en sauvegardant votre justice et vos droits avec toutes mes capacités. Guillaume saisit les mains de Robert, illustrant ainsi l'accueil du vassal sous sa sauvegarde, puis lui offre un baiser sur la joue, marque personnelle de ce pacte entre hommes. En fin de compte, Robert prend des serments sur des objets sacrés, infusant ainsi ce pacte humain d'une sanction divine. Cet acte apparemment simple encapsule l'essence même de la féodalité. Un accord mutuel où chaque partie remplit des devoirs particuliers. Le vassal est tenu de fournir concilium et auxilium, conseil et assistance, à son suzerain. Il doit effectuer un service militaire pendant un certain nombre de jours chaque année, participer à la cour du Seigneur pour juger les affaires et conseiller sur les décisions cruciales. De son côté, le Seigneur est tenu d'assurer protection et soutien à son vassal, souvent via un fief, une attribution de terrain qui offre des revenus suffisants pour permettre au vassal de s'acquitter de ses devoirs militaires. Il ne s'agit pas d'un lien de domination totale, mais plutôt d'une interdépendance. Le Seigneur a tout autant besoin de ses vassaux que ceux-ci ont besoin de lui. L'organisation intégrale du système féodal évoque l'image d'une pyramide, mais une pyramide dans laquelle chaque élément est lié aux autres par des relations personnelles, plutôt que par des liens institutionnels. Le roi se situe au sommet théorique, détenant en principe l'ensemble du territoire du royaume qu'il répartit entre ses principaux vassaux, ducs, comtes et barons. Ces barons, pour leur part, répartissent une portion de leur domaine entre des vassaux de rang inférieur, qui sont à même de poursuivre la démarche vers le bas de la hiérarchie sociale. Cette organisation donne naissance à des hiérarchies de fidélité, où un chevalier est tenu de loyauté envers son seigneur direct, lequel doit lui-même fidélité à un comte qui est ensuite redevable au roi. Le problème se pose lorsque ces allégeances sont en désaccord. Si le comte se soulève contre le roi, vers qui doit se tourner le chevalier? Le caractère à la fois brillant et vulnérable du système féodal résidait dans sa capacité d'adaptation. Au lieu de dépendre d'une structure centralisée contemporaine, il avait la capacité de s'ajuster aux conditions locales, de perdurer même lorsque l'autorité centrale se déclinait et de conserver un certain degré d'ordre en période agitée. Toutefois, cette flexibilité même était source de tensions permanentes. Examinons Guillaume, une fois couronné roi d'Angleterre. Il lui incombe désormais de concilier son rôle souverain anglais avec ses devoirs théoriques en tant que vassal du roi de France pour ses possessions normandes. Ce paradoxe, où un roi pouvait, en théorie, être vassal d'un autre souverain, met en lumière les incohérences propres au système, qui finiraient par mener à sa transformation. Durant le Moyen Âge,
Les rois mirent en place différentes tactiques pour consolider leur statut au sein de cette configuration potentiellement centrifuge. Philippe II, Auguste de France, élargit progressivement le royaume, les territoires directement sous le contrôle de la couronne, diminuant ainsi sa dépendance vis-à-vis des puissants vassaux. Édouard Ier d'Angleterre a amélioré le système juridique royal, fournissant une justice plus performante que les tribunaux féodaux et attirant de ce fait des affaires et des allégeances vers la couronne. Alphonse X de Castille défendait le concept du roi en tant qu'empereur dans son royaume, sans être soumis à aucune autorité temporelle supérieure. Ces avancées, notamment la réévaluation du droit romain et de son idée d'autorité souveraine, ont établi les fondements de la transition progressive du monde féodal éclaté vers des monarchies centralisées durant le bas Moyen-Âge. C'est alors que le lien direct entre le sujet et le souverain a commencé à supplanter le réseau complexe de loyautés intermédiaires qui avait défini la féodalité traditionnelle. Quelle était la véritable influence des femmes royales dans un univers dominé par la puissance militaire et les normes viriles du pouvoir, bien plus complexe et crucial que ce que laissent supposer les chroniqueurs contemporains? Joignons-nous à Aliénor d'Aquitaine, probablement la plus grande reine du Moyen-Âge, pour une journée de 1176 dans sa cour à Poitiers. Aliénor exerce techniquement le pouvoir en tant que régente, pendant que son mari Henri II d'Angleterre gère les affaires dans ses territoires en Normandie. Cependant, la réalité est plus nuancée. Elle a créé une cour autonome où elle promeut délibérément un style de gouvernance différent de celui de son époux, encourageant les arts des troubadours et établissant un pôle culturel qui rivalise avec Paris. La souveraine du Moyen-Âge exerçait son pouvoir par le biais de divers moyens, débutant par sa fonction de gestionnaire du foyer royal. Il ne s'agissait pas d'une fonction uniquement domestique. La Domus Regis servait de centre administratif au royaume. Regardons Blanche de Castille, la mère de Louis IX de France, qui dirigeait le mécanisme complexe du pouvoir durant la jeunesse de son fils. En sa qualité de gestionnaire du trésor royal, elle valide les dépenses, examine les comptes et fixe les priorités financières. En tant que responsable de la chapelle palatine, elle a une influence sur les nominations dans le domaine ecclésiastique. En tant que superviseur du personnel, elle positionne des individus fidèles dans des rôles clés. Ces tâches qui semblent mineures lui confèrent une compréhension approfondie de la machine gouvernementale et un réseau d'agents dévoués, des atouts précieux lorsqu'elle se trouve dans l'obligation de défendre la couronne de son fils face aux ambitions des puissants barons. Dans le jeu politique du Moyen-Âge, le rôle diplomatique des reines se révèle particulièrement indispensable. Grâce à leur provenance étrangère, la plupart étant des princesses étrangères épousées dans le but de conclure des alliances, elles pouvaient jouer un rôle d'intermédiaire culturel et diplomatique entre les royaumes. Observons Catherine d'Aragon, manœuvrant habilement entre les intérêts de l'Espagne et de l'Angleterre lors de ses premières années en tant qu'épouse d'Henri VIII. Elle entretient un échange régulier de lettres avec son père, Ferdinand le Catholique, jouant le rôle d'informatrice et d'agente non officielle à la cour anglaise. Tout en exploitant son influence espagnole, elle œuvre pour obtenir des bénéfices commerciaux pour les commerçants anglais dans les ports de l'Espagne. Ces reines consorts jouaient un rôle essentiel en agissant comme des intermédiaires discrets entre les puissances, susceptibles de réduire les tensions et de favoriser des ententes là où des diplomates officiels rencontraient des difficultés. De manière paradoxale, la maternité constituait à la fois une source de vulnérabilité et un pouvoir extraordinaire pour les reines. Leur devoir principal était de donner naissance à un héritier masculin et beaucoup ont vu leur statut décliner parce qu'ils n'ont pas répondu à cette attente. Toutefois, celles qui réussissaient obtenaient une nouvelle dimension de pouvoir en tant que mère du roi à venir. Initialement, le rôle de former l'héritier qui deviendrait un jour roi leur était dévolu, ce qui leur donnait la possibilité de façonner les valeurs et les attitudes de l'enfant destiné à régner. Isabelle de Hainaut, maman de Philippe II Auguste de France,
transmit à son enfant une suspicion tenace à l'égard de la noblesse anglaise qui allait influencer sa politique extérieure ultérieurement. Cependant, au-delà de cette influence pédagogique, la maternité pouvait se manifester comme une autorité directe via la régence. Les régences, des périodes où une reine-mère exerçait le pouvoir pendant la minorité de son fils, représentent les instants les plus remarquables du pouvoir féminin au Moyen-Âge. Regardons Aliénor de Provence, entre 1272 et 1274, suite au décès de son mari Henri III d'Angleterre, alors que son fils Édouard Ier revient progressivement des croisades. Au cours de cette période cruciale, elle dirige le Conseil royal, prend des décrets, dialogue avec le Parlement et gère les frictions à la frontière avec le pays de Galles. Elle gère ses responsabilités avec une telle compétence qu'à son retour, Édouard découvre un royaume stable et une administration qui fonctionne sans accroc. Des exemples comme celui-ci illustrent que, loin d'être des entités symboliques, de nombreuses reines détenaient les compétences politiques et administratives requises pour exercer une gouvernance efficace lorsque la situation le demandait. Même en période normale, lorsqu'elles n'exerçaient pas de pouvoir officiel, les reines astucieuses trouvaient des moyens d'influencer la politique par des voies moins visibles mais tout aussi efficaces. Ils utilisaient le parrainage culturel et religieux comme un moyen de présenter leur vision politique. Maria de Molina, souveraine de Castille, soutint des chroniques visant à justifier la succession disputée de son mari Sanche IV. Les reines, en tant que sponsors de monastères et de couvents, créaient des réseaux de loyauté au sein de la forte structure ecclésiastique. Ces centres de dévotion ont non seulement apporté un prestige spirituel, mais aussi une influence politique concrète. Examinons Isabelle de Portugal, la femme de Denis Ier, qui a eu recours à son patronage du monastère de Santa Clara à Vela pour établir un réseau d'alliés parmi le clergé portugais. Ce réseau s'est révélé indispensable lorsqu'elle a été amenée à jouer le rôle de médiatrice lors de la guerre civile entre son mari et leur fils. L'idée de la reine derrière le trône n'était donc pas qu'une simple figure de style. Dans un système politique dominé presque exclusivement par les hommes au pouvoir formel, les femmes royalement nées ont su développer des formes d'autorité alternatives tout aussi efficaces, bien qu'elles soient moins visibles. Les reines médiévales ont démontré que l'exercice du pouvoir ne provient pas toujours de la position de monarque, mais peut aussi se manifester à travers la diplomatie informelle, la gestion de la maison royale, l'éducation des princes héritiers, le patronage culturel et religieux, ou même par le biais d'un gouvernement direct en tant que régente. Comme l'a exprimé Christine de Pisan, première femme en Europe à vivre de son écriture, « Si les femmes avaient rédigé les livres, je suis certaine qu'ils auraient été différents, car elles sont conscientes d'être injustement critiquées. » Comment les deux principales autorités du monde médiéval se chevauchaient-elles, engendrant une valse de coopération et de confrontation qui façonnerait l'Europe durant des siècles. Pour comprendre cela, plaçons-nous à l'abbaye de Westminster le 4 juillet 1189. Henri II d'Angleterre repose sur son lit de mort, tourmenté non seulement par la maladie, mais aussi par la révolte de son fils Richard. Un évêque l'apporte un soutien spirituel, alors qu'un moine scribe consigne ses dernières paroles pour l'éternité. Ce moment personnel démontre la constante présence de l'Église dans l'existence des rois. Du baptême au dernier rite, aucun monarque n'était en mesure d'échapper à son influence. Cependant, cette vision de collaboration cohabitait avec de profondes tensions concernant la définition des pouvoirs. Le point où le règne et l'Église se rejoignaient le plus harmonieusement était la sacralisation de la monarchie. N'oublions pas le couronnement de Louis IX de France. L'huile sacrée qui lui était appliquée conférait au roi des pouvoirs miraculeux, notamment la capacité de soigner les écrouelles par simple contact. Ce cadeau divin reconnu par l'Église place le roi au-dessus de ses sujets communs, le positionnant dans une zone intermédiaire entre le profane et le sacré. Rex et sacerdos, roi et prêtre, comme l'ont décrit certains théologiens de la cour, il représente une figure consacrée par Dieu avec des attributs presque ecclésiastiques.
En s'engageant dans ces rites de consécration, l'Église conférait une légitimité à la monarchie, la présentant comme un élément de l'ordre divin plutôt que d'un simple pouvoir humain. Toutefois, cette sanctification avait un coût, la soumission théorique du pouvoir séculier à l'autorité spirituelle. Écoutons le pape Innocent III, probablement le pontife le plus influent du Moyen-Âge, décrire la liaison parfaite entre les deux pouvoirs. Tout comme la lune tire sa lumière du soleil, de même l'autorité royale provient de l'autorité sacerdotale. Cette image céleste synthétisait la perspective ecclésiastique. Les souverains devaient diriger sous l'orientation éthique de l'Église, alignant leur gouvernance sur les préceptes chrétiens tels qu'interprétés par Rome. Lorsque les souverains contestaient cette perspective, un affrontement devenait inévitable. L'affrontement le plus intense entre ces deux visions du pouvoir s'est manifesté à travers la querelle des investitures, conflit qui a mis en opposition l'empereur Henri IV et le pape Grégoire VII. C'était une question apparemment technique, mais ayant des répercussions profondes. Qui avait l'autorité de nommer les évêques et les abbés? L'empereur soutenait que ces prélats, ayant de grandes propriétés et des obligations féodales, agissaient également en tant que seigneurs temporels sous son autorité. Le pape soulignait que, en tant que dirigeant spirituel, seule l'Église avait le pouvoir de les désigner. La querelle se intensifia jusqu'à ce que Grégoire inflige l'excommunication à l'empereur, déliant ainsi ses vassaux de leur serment d'allégeance. Ce qui est arrivé par la suite met en évidence les contraintes du pouvoir royal face à l'autorité spirituelle durant le Moyen Âge. Henri IV, un des personnages les plus influents d'Europe, fut contraint de franchir les Alpes en plein hiver pour se présenter comme pénitent au château de Canossa, où le pape séjournait temporairement. L'empereur, vêtu du sarrau du pénitent, passa 3 jours pieds nus sur la neige, implorant la clémence papale. Cette représentation du pouvoir laïque suprême humilié en présence d'un envoyé de Dieu a marqué la politique européenne pour des générations, rappelant aux souverains que peu importe leur puissance, il y avait des frontières qu'ils ne pouvaient franchir sans conséquence. En dépit de ces conflits, l'Église et la couronne dépendaient mutuellement l'une de l'autre. Les évêques, grâce à leur formation avancée, offrait au roi des administrateurs qualifiés, des diplomates performants et des conseillers savants durant une période où la noblesse séculière était principalement analphabète. L'organisation ecclésiastique, dotée de son maillage paroissial, couvrant les moindres recoins du royaume, fonctionnait comme un vecteur de communication pour propager les édits royaux et modeler l'opinion publique. Quant au monarque, il fournissait à l'Église une protection militaire, finançait la construction de cathédrales et de monastères et instituait la dîme. Cette dépendance pragmatique perdurait malgré les querelles théoriques concernant la prééminence de l'une ou l'autre autorité. Vers la fin du Moyen Âge, cet équilibre a commencé à évoluer. L'autorité papale a subi un affaiblissement significatif durant le Grand Schisme d'Occident, alors que 2 puis 3 papes se disputaient la légitimité. Ces crises ont permis aux monarques de renforcer leur emprise sur les églises nationales. Examinons Ferdinand et Isabelle en train de négocier le patronat royal, qui leur conférait un pouvoir déterminant sur les nominations ecclésiastiques en Espagne, ou Louis XI de France instaurant la pragmatique sanction de Bourges, qui restreignait l'autorité du pape au sein de son royaume. Ces ententes annonçaient une nouvelle ère où l'Église, sans renoncer à son influence spirituelle, se trouvait de plus en plus placée sous la domination des intérêts des nations en développement, inversant progressivement la dynamique qui avait prévalu pendant des siècles. Qu'est-ce qui faisait passer un roi assis sur son trône de justice à un chef militaire, mettant en danger sa couronne et sa vie au cœur du désordre du champ de bataille? Pour de nombreux souverains du Moyen Âge, la guerre ne représentait pas seulement une des multiples prérogatives royales, elle était le cœur même de leur légitimité. Assistons Richard Cœur de Lion alors qu'il se prépare pour la 3e croisade, supervisant lui-même l'entraînement de ses chevaliers dans les champs en dehors de Vézelay. Le souverain anglais, préférant un milieu militaire plutôt qu'une salle de conseil,
représente l'idéal du roi guerrier qui justifiait son autorité de gouvernance en prouvant d'abord ses aptitudes au combat. Le rôle militaire du roi avait des origines profondément ancrées, tirant ses racines des tribus germaniques où le leader était choisi pour sa bravoure et son aptitude à la guerre. Même si la monarchie est devenue héréditaire, l'attente demeurait que chaque nouveau monarque démontre sa compétence dans la conduite militaire. Considérons Édouard III d'Angleterre avant la bataille de Crécy. Il chevauche à travers les rangs, vêtu de sa brillante cotte d'armes bleue et or scintillant sous le soleil, prononçant des mots d'encouragement qui seront relayés par les anciens soldats aux plus jeunes. Sa présence sur le front ne se limite pas à un rôle symbolique. Dans un système de commandement reposant sur des courriers à cheval et des signaux visuels, l'emplacement de l'étendard royal détermine le centre stratégique d'où partent les ordres. Même en temps de paix officielle, les préparatifs pour la guerre prenaient une grande partie du temps royal. L'instruction militaire débutait dès le plus jeune âge. À l'âge de 7 ans, un prince se voyait offrir sa première épée en bois et entamait son entraînement sous la direction du maître d'armes. Dans sa jeunesse, il participait à des compétitions qui, au-delà de leur caractère impressionnant, servaient d'entraînement concret pour la guerre. En sa qualité de roi, il passait de nombreuses heures à examiner les fortifications, faire le point sur l'état des armureries royales, juger la valeur des chevaux de bataille et négocier des accords avec des mercenaires venus d'ailleurs, tels que les arbalétriers génois ou les piquiers suisses. L'administration militaire nécessitait une vigilance permanente, subvenir aux besoins d'une armée médiévale en nourriture, armement, chevaux et salaires constituait un défi logistique colossal qui testait l'ensemble des compétences organisationnelles de l'État. Évidemment, le point crucial de cette fonction guerrière survenait avec la confrontation. La question de savoir si le roi devait s'impliquer personnellement dans la bataille suscitait de vifs débats lors des délibérations du Conseil royal. Il était évident que les arguments contre incluaient la possibilité que la mort du roi sur le champ de bataille puisse entraîner des crises de succession, des guerres civiles ou même l'éradication d'une dynastie. Les raisons soutenant cette position étaient aussi convaincantes. Un roi qui envoyait ses nobles à la mort, tout en restant en sécurité dans son palais, courait le risque de perdre leur respect et fidélité. L'histoire fournissait des illustrations persuasives pour les deux points de vue. Richard Ier, qui menait en première ligne, avait acquis un prestige militaire incomparable. Son frère Jean, qui fuyait systématiquement la bataille, avait déçu la confiance de ses nobles. Selon leur caractère et le contexte, différents monarques abordaient cette problématique. Philippe II, Auguste de France, sachant que sa mort à Bouvines pourrait compromettre des années de construction patiente du pouvoir royal, resta en réserve jusqu'au moment où son intervention devenait indispensable. À l'opposé, son petit-fils Louis IX voyait la croisade comme une obligation religieuse individuelle qui nécessitait sa présence active, ce qui conduisit à la débâcle en Égypte où il fut emprisonné et dut être libéré par un paiement exorbitant. Alphonse XI de Castille, qui a mené personnellement une attaque décisive contre les envahisseurs nord-africains au Salado, a reçu le titre de justicier pour cette action. Cela lui a permis de renforcer son autorité face à une noblesse divisée. Au-delà des combats formels, la guerre au Moyen Âge comportait des sièges prolongés durant lesquels la présence du roi jouait un rôle crucial pour préserver le moral et l'ordre. Visualisons Ferdinand III de Castille pendant le siège de Séville, un événement qui dura plus d'une année. Le roi supervise l'élaboration de machines de siège, arbitre les querelles entre divers contingents, négocie avec ceux qui sont assiégés, empêche les défections et assure la continuité des chaînes d'approvisionnement. Son endurance personnelle a soutenu l'effort jusqu'à la capitulation finale de la ville, un des plus grands succès de la Reconquista. On attendait d'un roi guerrier médiéval qu'il fasse preuve de cette même détermination face à l'adversité, non seulement du courage physique sur le champ de bataille, mais aussi de la résilience pour persister lorsque la victoire semblait hors de portée.
Les implications de la victoire ou de la défaite allaient au-delà du simple aspect militaire. Un roi triomphant regagnait sa capitale, bénéficiant d'un prestige considérablement rehaussé, à l'image de Jacques Ier, suite à la conquête de Majorque, accueilli en héros par les habitants de Barcelone. Ce capital politique lui offrait la possibilité d'instaurer de nouvelles taxes, de requérir des services féodaux plus étendus ou de mener des réformes administratives qui, dans d'autres contextes, auraient rencontré de l'opposition. En revanche, la défaite pouvait mortellement miner l'autorité du roi. Suite à l'échec de Hattin où il a été fait prisonnier par Saladin, Guy de Lusignan n'a jamais réussi à regagner l'estime de ses barons. Il a perdu Jérusalem, puis finalement sa couronne. Au fur et à mesure que le Moyen-Âge approchait de sa fin, la guerre subit une métamorphose radicale, entraînant avec elle un changement significatif dans la fonction militaire du roi. L'importance grandissante de l'infanterie professionnelle, des armes à feu et des stratégies nécessitant une coordination complexe rendait de plus en plus périlleux l'engagement direct du roi dans la bataille. Le modèle du roi guerrier médiéval a progressivement laissé place à une autre vision, celle du roi en tant que planificateur et coordinateur de la guerre, sans être nécessairement un combattant. Charles VII de France, qui a regagné son royaume des mains anglaises sans prendre part personnellement à aucune confrontation majeure, incarnait ce modèle royal renouvelé, plus performant en conseil militaire qu'en pleine bataille, mais tout aussi déterminant pour le triomphe final.